le gros enjeu de notre équipe, c'est vraiment de s'affranchir, on va dire, de cette dépendance à l'acquisition qu'on peut avoir, de faire en sorte que nos clients, une fois qu'ils sont rentrés dans notre base client, on a à peu près un peu plus de 7 millions de clients par an, une fois qu'ils sont rentrés dans notre base client, qu'on puisse les développer, qu'on puisse les engager, qu'on puisse développer leurs valeurs. Vous allez voir en quoi est-ce que l'app est extrêmement importante dans notre stratégie pour ça. Bonjour à tous déjà, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors ManoMano, effectivement, on s'est lancé en 2013, donc on fête nos 10 ans, on s'est fait nos 10 ans cette année. L'ambition initiale, en 2013, le marché du bricolage était un marché qui était un des moins digitalisés, on va dire, de la distribution. Vraiment, c'était extrêmement faible. Donc l'ambition de nos fondateurs, initialement, c'était vraiment de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait pour proposer aux clients une expérience digitalisée qui soit pertinente, qui fonctionne bien pour le bricolage, qui est quand même un secteur assez particulier, qui demande pas mal d'accompagnement. Et comment est-ce qu'on fait pour proposer un choix très important. Donc très vite, ils se sont positionnés sur le principe d'une marketplace. Donc aujourd'hui, ManoMano, c'est exclusivement, on est 100% marketplace, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produits qu'on achète, on n'a pas de stock à nous, on travaille avec des marchands partenaires pour proposer notre offre aux clients. Et donc, on a développé toute cette offre. Aujourd'hui, on est la plus grande marketplace bricolage et jardin en Europe. On a 16 millions de références. On a plus de 5000 marchands partenaires qu'on travaille beaucoup à fidéliser, parce que c'est un vrai travail à la fois de fidéliser nos clients B2C, on va plus en parler, mais aussi de fidéliser finalement nos marchands. On a pu se développer sur ces 10 dernières années grâce à des levées de fonds. Donc on a fait plus de 700 millions d'euros de levées de fonds, ce qui nous a permis de nous développer dans 6 pays. On va en reparler un petit peu plus tard. Ce qui nous a permis aussi de nous développer et de recruter aussi pour structurer toute cette belle affaire. On est un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui chez ManoMano, on s'appelle entre nous les Mano et Manas. Je sais que c'est une anecdote que tu aimes bien, Simon. Donc voilà, ce modèle de marketplace et cette digitalisation du bricolage, ça a été un enjeu parce que aujourd'hui, un client qui a un projet, on a des clients très experts, on a des clients moins experts, et en fait, mais quel que soit son niveau, en fait, il a besoin d'un certain accompagnement. Et donc, en fait, un de nos partis pris dès le départ, c'était d'avoir un catalogue très large, mais d'aider le client aussi à se repérer dans ce catalogue, dans ses projets, etc., en apportant beaucoup de conseils. Donc, ça passe notamment par... alors, on a beaucoup de fiches techniques, beaucoup de fiches alors plus ou moins techniques, justement, à plusieurs niveaux, pour expliquer. Donc ça, c'est ce qui nous a beaucoup aidé en référencement naturel, notamment. Mais donc, on va vraiment accompagner les clients. Et on a aussi lancé, un peu plus tard, en 2017, notre communauté, ce qu'on appelle les Mano-advisors chez nous, qui sont des personnes qui vont répondre par chat aux clients et qui vont pouvoir à la fois les conseiller sur des spécificités techniques, sur leurs projets, et qui peuvent même aller jusqu'à faire le panier du client en chat sur la base d'un brief, voilà, où on explique j'ai envie de refaire ma terrasse, voilà, et donc oui, il peut faire un panier pour simplifier un petit peu cette démarche projet pour le client. Donc voilà, ça a été un parti pris super fort dès le départ. Ensuite, nous, on a 2 cibles aujourd'hui. On a le B2C, 50 millions de visiteurs uniques, de visites uniques chaque mois. Et puis, on a le B2B, j'en parlerai des deux un petit peu plus tard, mais on a aujourd'hui un quart des artisans du bâtiment qui sont clients chez ManoMano. On parlait de l'expansion européenne, tu peux nous en dire deux mots ? Bien sûr. Donc, alors, on a commencé par la France. Bon, ça, on est un acteur français quand même au départ. Et ensuite, on a commencé par se développer en Europe du Sud. Donc, aujourd'hui, on est en Espagne et en Italie. Et après, on a migré vers le nord en allant sur l'Allemagne et sur l'Angleterre. Alors, la Belgique, on la traite via la plateforme française. Donc, en fait, c'était assez... on a traité la Belgique dès le départ. Sachant que... l'Allemagne et le UK sont vraiment les 2 plus gros marchés du bricolage en Europe. Mais globalement, avec ces 6 pays, on couvre à peu près 80% du marché européen, du potentiel de marché européen sur le bricolage, le jardin et la maison. 400 milliards d'euros à peu près.
D'autres marchés en lancement, en préparation? Non, pas pour le moment. Pas dans le- Pas officiellement. En fait, après, ce qu'on a commencé à développer, après, on a commencé à développer le B2B. Donc, le B2B a commencé en 2019. Et puis après, petit à petit, on a lancé les autres pays. Et en fait, on a lancé nos 2 derniers pays en B2B, là, pour avoir le même périmètre que sur le B2C, seulement l'année dernière. Donc, voilà, on est encore en plein dedans. On a dépassé, en quelques mots, on a dépassé le milliard d'euros de volume d'affaires en 2020. Depuis, on fait des croissances à 2 chiffres et sur le B2B, où on est encore en plein boom à 3 chiffres. Donc voilà, donc on a connu une belle expansion ces dernières années, ce qui fait de nous, effectivement, une scale-up plus qu'une start-up aujourd'hui. Je pense que le B2C, tout le monde connaît. Je serais tenté de demander en levant la main qui a déjà fait un achat sur ManoMano. Ah, c'est plus Je peux tricky. le faire parce que moi j'en ai fait un récemment. Et Mylène aussi, elle m'a montré tout à l'heure. Je pense que le Moi aussi. B2C, tout le monde voit un peu ce que c'est. On va en reparler évidemment. Peut-être 2 mots rapidement sur la partie B2B, parce que moi, avant qu'on déjeune, il y a un mois, j'étais un peu ignorant de tout ce que vous faites sur le B2B et à quel point c'est différent en termes de population. Une cible très importante pour nous. Alors aujourd'hui, en B2B, notre cible initiale, c'est vraiment les artisans du bâtiment et plutôt les petits, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 5 salariés et donc ils se débrouillent un peu tout seuls. Et donc en fait, ils ont vraiment besoin, ils n'ont pas de responsable achat, etc. Donc ils ont vraiment besoin d'aide finalement et de simplicité, de gagner du temps, de gagner de l'argent sur leur process. Donc c'est vraiment eux qu'on cible. C'est plus de 20% de notre business aujourd'hui. On l'a étendu aussi à tous les autres types d'entreprises. Donc aujourd'hui, on a aussi des cafés-restaurants, des agriculteurs, des industries. On a tout type d'entreprises qui peuvent acheter chez ManoMano avec, on en reparlera plus tard, mais des avantages spécifiques. Une des angoisses de toute start-up, c'est de devoir un jour faire du brick and mortar, du offline. Vous êtes allé jusqu'à ouvrir vos propres centres de fulfillment en 2018 pour justement accélérer la capacité de distribution, les temps de livraison, la qualité de l'offre au global. Exactement. En fait, c'était vraiment un gros projet chez nous. C'était un élément clé. En fait, ça a 2 vertus. Ça nous permet, de proposer un service aux marchands, qui, eux, n'ont pas forcément leur propre capacité logistique, etc., de stockage, de livraison. Donc de leur proposer ce service en plus, de s'ouvrir à plus de marchands qui n'avaient donc pas ces capacités-là. Et surtout, c'est un énorme vecteur de satisfaction client. On a un NPS qui est très élevé sur nos commandes qui passent par nos propres centres. On livre aujourd'hui en moins de 48 heures. Donc on a une satisfaction client qui est vraiment améliorée sur cette partie-là. Et on a ouvert depuis en Espagne et en Italie aussi. Et enfin, on voulait dire un petit mot sur la... Nous, on est très porté sur la culture chez Batch, on a beaucoup travaillé sur ces sujets au global. On a eu la chance de se retrouver dans des articles co-cités avec ManoMano, donc on voulait éventuellement te permettre d'en dire 2 mots aussi, puisque c'est des gros investissements chez vous. Ouais. C'est un très gros sujet, donc on appelle Mano Impact. On aime bien mettre Mano à toutes les sauces, chez nous, vous avez remarqué. Alors, il y a le volet humain. Dans le volet humain, comme on parle de l'article là, il y a vraiment toute la partie parentalité. Je suis assez bien positionnée pour en parler en ce moment, où on va allonger le congé maternité, on va aussi allonger le congé pour le coparent, on va vraiment aménager le mode de fonctionnement, le travail, les horaires, etc. pour faciliter la vie des parents. On a aussi un volet télétravail, forcément, qu'on a mis en place en 2020-2021, avec beaucoup de flexibilité. Aujourd'hui, on choisit notre rythme de télétravail de 0 à 5 jours. On peut habiter n'importe où en Europe, en tout cas sur nos 6 pays. Et ça nous apporte beaucoup de flexibilité, beaucoup de facilité aussi pour le recrutement. Et c'est une part importante. On a plus de 30% de nos effectifs qui sont en full télétravail aujourd'hui. Donc grosse flexibilité. Et puis après, beaucoup de travail sur l'égalité homme-femme. On a des communautés autour de tout ça. Et puis après, le volet planète, très important chez nous, très gros axe de travail de notre côté. Alors ça commence par le côté plus client, où on a développé énormément toute notre offre sur la partie rénovation énergétique. Donc toutes les économies d'énergie que les clients vont pouvoir faire et qui fonctionnent très bien, à vrai dire. On travaille aussi sur les économies d'eau en ce moment, sujet hautement d'actualité. Ensuite, on va travailler à guider le client vers des choix plus responsables. Et on lance la semaine prochaine notre Carbon Score, donc qui est le premier du marché, même si... Leroy Merlin lance quelque chose de similaire, mais nous, on le lance sur une grosse partie de notre catalogue la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, on lance notre Carbon Score qui va permettre aux clients de vraiment se repérer sur l'impact carbone des produits qu'ils achètent.
Et puis derrière ça, on a une trajectoire carbone, évidemment, en évitant le suremballage dans notre logistique. On a lancé les produits de seconde main aussi sur notre site. Ça, c'est un sujet qu'on aime beaucoup parce que, un peu comme à nos débuts sur le marché du bricolage non digitalisé, en fait, la seconde main, elle a pris beaucoup d'ampleur, comme vous le savez, dans nos vies. Mais sur le bricolage, c'est encore anecdotique. Donc, on pense qu'il y a un vrai marché aussi à aller chercher avec beaucoup de valeur ajoutée pour les clients. Super, merci beaucoup pour cette top intro. Je crois qu'on transitionne à la deuxième partie du cas client qui sont les enjeux du CRM. Donc, on va rentrer dans le dur. Peut-être en 2 mots, tu peux nous rappeler l'organisation de ton équipe Avec plaisir. Les différentes sous-équipes qui y travaillent et sur quoi vous travaillez. Donc nous, on fait partie de la direction Growth and Marketing chez Mano Mano, donc notre CMO Katia, que vous voyez là. Donc moi, mon équipe, son enjeu en général, je vais expliquer un peu ce qu'on fait, mais notre enjeu en général, c'est d'améliorer la lifetime value de nos clients, en général, voilà, et de développer notre trafic naturel, enfin notre free traffic, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment de migrer vers un business model toujours plus vertueux, on va dire, moins dépendant du coup aussi de l'acquisition. Et pour ça, on a plusieurs leviers. Je vais avoir le marketing B2C et le marketing B2B. Donc avec le marketing B2C, donc y compris toute la partie CRM, app, fidélisation. Le B2B, c'est même encore un peu plus large, parce que comme je vous le disais, en fait, c'est une cible très importante pour nous, parce que c'est une cible qui repeat plus, donc qui vient aussi de manière plus fréquente. Donc c'est un gros enjeu pour cette amélioration de la lifetime value de nos clients. Et puis aussi toute la partie marque et médias pour travailler sur la notoriété de la marque, sur l'engagement de nos clients, voilà, en général. C'est combien de personnes en tout? Là, on a une 40aine de personnes. Les enjeux, on les a un peu dit, mais... Ouais, on les a un peu dit. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est... voilà, ce que je disais, donc... C'est aussi, tu as pas mal parlé des coûts d'acquisition en introduction. C'est vrai que le gros enjeu de notre équipe, c'est vraiment de s'affranchir, on va dire, de cette dépendance à l'acquisition qu'on peut avoir, de faire en sorte que nos clients, une fois qu'ils sont rentrés dans notre base client, on a à peu près un peu plus de 7 millions de clients par an, une fois qu'ils sont rentrés dans notre base client, qu'on puisse les développer, qu'on puisse les engager, qu'on puisse développer leurs valeurs. Vous allez voir en quoi est-ce que l'app est extrêmement importante dans notre stratégie pour ça. Problème de... c'est pas mal comme ça aussi. Et donc voilà. Donc en fait, tout l'enjeu de notre équipe, c'est vraiment de créer ce cercle vertueux, autour de notre base client. Donc les apps, globalement, les bénéfices sont les gens qui sont dans la salle, souvent les connaissent bien, parce qu'on a beaucoup de startups et des gens qui travaillent sur les sujets applicatifs. On avait prévu un petit focus sur les apps B2C et la croissance des apps B2C. Oui, bien sûr. Après, quand même, en intro, ce qui est important, c'est que alors, si on prend le B2C, parce que je pense que beaucoup d'entre vous bossent plutôt sur le B2C, on a lancé notre app fin 2021, donc ça fait moins d'1 an et demi. Et donc, on a appris un petit peu en marchant, on l'a lancé, et puis en fait, on a passé cette année 2022, enfin le début de l'année 2022, à vraiment observer ce qui se passait. Et ce qu'on a vu, qui est clé pour nous, c'est qu'en fait, on a observé des paniers moyens supérieurs. On a observé des fréquences d'achat supérieures. Donc au début, on s'est dit, ok, très bien, peut-être qu'on a migré nos meilleurs clients, du coup c'est assez naturel. Mais si ce n'est qu'en fait, plus on avançait, plus on creusait, plus on allait loin dans les métriques. Et en fait, on se rend compte que les nouveaux clients qu'on acquiert directement sur l'app, en fait, ils ont déjà 40% plus de valeur que les clients qu'on acquiert sur le web. Donc en fait, on voit que cette mécanique, elle est vraiment vertueuse. C'est un très très gros levier pour nous justement de repeat, parce qu'on arrive à les animer via des pushs notamment, parce que naturellement on va aller développer des fonctionnalités qui vont simplifier finalement la vie des clients. Et donc finalement au fur et à mesure de l'année, c'est devenu, on l'avait déjà mis comme une de nos priorités parce qu'on venait juste de le lancer, mais c'est devenu une très grosse priorité de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va investir beaucoup sur les apps au point d'essayer de commencer à faire un changement d'organisation
où on est passé de on développe sur le web et un peu sur l'app, à aujourd'hui, toutes les équipes sont formées pour savoir développer et sur le web et sur l'app, pour s'assurer que tout ce qu'on fait, on peut le faire sur les deux en même temps. Et puis là, on est en train d'essayer de switcher vers un modèle où finalement, on va pouvoir aller développer sur l'app en priorité, parce que c'est là qu'on a envie d'aller chercher le plus de valeur pour nos clients. Top, merci beaucoup. Et avant qu'on passe la parole à Andrea et Mylène, peut-être quelques chiffres concrets sur les 24 derniers mois pour mettre un peu de KPI sur tout ça. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la croissance quand on a commencé à mettre un focus sur l'app. Donc on est passé on devait être en début d'année à 200 000 téléchargements, on est passé à 6 millions, on est à 6 millions là à la fin Q1. On a l'augmentation de nos monthly active users a augmenté en parallèle. Comme je vous le disais, on a une rentabilité qui est bien meilleure. On a déjà plus de 60% rien que sur le panier moyen, sur des familles qui sont en plus plutôt plus rentables pour nous. Donc un vrai avantage. Et je vais laisser la parole évidemment à Mylène et Andrea sur le sujet, mais toute la stratégie de push qu'on a initiée et sur lesquelles on a encore plein de travail à faire, mais qu'on a déjà commencé à bien raffiner, nous a beaucoup aidé là-dedans parce qu'elle nous apporte un trafic très important. Et encore une fois, l'app, c'est aussi un très gros levier de CRM. Aujourd'hui, on voit que sur les emails, on continue à beaucoup activer par email, ça fonctionne bien. On voit quand même qu'il y a un peu une stabilisation depuis plusieurs années. Donc en fait, là, on voit bien que le push a une importance, a une réactivité aussi beaucoup plus importante. Et alors, si certains d'entre vous bossent sur des marchés comme le marché allemand où l'opt-in est une grosse galère sur la partie email, là, pour le coup, l'app apporte aussi des solutions vraiment importantes en contactabilité client. Voilà. Super, pour moi. Claire. Merci beaucoup. On transitionne vers la troisième et dernière partie de ce retour d'expérience. Je vais passer la parole. Toujours de reprendre la parole quand les personnes ont parlé pendant 20 minutes avant. Donc je vais vous passer le micro. Peut-être qu'en introduction, vous pouvez rappeler également, Andrea, ton rôle chez Batch, ce que tu fais au quotidien, et puis Mylène ensuite également. Et puis on rentre ensuite dans la partie concrète. Je vais te passer la petite... J'appuie juste ici, voilà. C'est très facile. Donc du coup, moi c'est Andrea, donc j'accompagne effectivement Mano Mano depuis mon arrivée chez Batch en décembre 2021, donc un peu plus d'un an et demi maintenant. Et avant ça, j'ai eu aussi la chance de travailler avec Mylène chez Tiny Plus, comme l'a dit Simon, que j'ai occupé toujours le poste de senior CSM là-bas. Et on avait déjà, chez Beauté Privée, travaillé depuis 3 ans ensemble. Donc c'est hyper chouette de retrouver les clients dans ce switch de boîte du CRM. Et j'en vois 2 aussi également dans la salle avec qui j'ai travaillé chez Tiny Plus, que j'ai la chance de retrouver aujourd'hui chez Batch. Mon rôle, c'est d'accompagner donc, du coup, toutes les équipes CRM dans la mise en place stratégique, notamment de push-app, push-web, message in-app et aujourd'hui également l'email. On a toujours ce rôle de comprendre les enjeux et les objectifs de nos clients et de par notre connaissance du marché et notamment moi, retail, de pouvoir aussi partager les best practices à mettre en place pour répondre de la meilleure des façons aux enjeux et aux objectifs qui est défini par Mano Mano. Et donc, c'est mon rôle au quotidien avec Mylène et les équipes pour avancer dans l'atteinte de ces objectifs. Yes. Et du coup, moi, enchantée à tous, c'est Mylène et du coup, je suis Andrea. Non, en gros, j'ai travaillé chez Showroom Privé et Beauté Privée pendant 5 ans, du coup, toujours sur... la partie CRM et après marketing de manière générale. Et du coup, j'ai rejoint Mano Mano depuis à peu près 8 mois, je dirais, sur l'application mobile, sur un poste un peu, je dirais, chef d'orchestre, parce que finalement, il y a la partie CRM, mais il y a aussi la partie acquisition, la partie product. Donc, c'est un travail qui est vraiment collaboratif, en fait, avec toutes les équipes chez Mano Mano, pour faire en sorte que, du coup, l'app rayonne et auprès du CRM, sur l'acquisition, sur la partie product, etc. Parfait. Merci. Donc du coup, Anaïs a bien exposé, je pense que vous avez bien en tête en fait, les enjeux CRM de Mano Mano. Avant qu'on rentre dans le détail avec Mylène sur ce qui a concrètement été mis en place, c'est assez important de connaître avant toute chose ces étapes clés du cycle de vie client. Et notamment ici, on voit 3 marqueurs qui sont assez forts,
qui sont la phase d'activation, la phase de conversion et la phase de réactivation. Ici, sur la slide, vous verrez en dessous, il y a plein de scénarios de campagne qui permettent justement d'aller adresser ces objectifs et ces enjeux. Vous en voyez 6 entourés qu'on a choisi avec Mylène de vous présenter aujourd'hui et on va vous en dire un peu plus sur chacun de ces cas d'usage-là. Mais voilà, c'est hyper important de connaître vraiment ces étapes pour savoir comment aller activer justement vos utilisateurs et à quel moment du parcours. Donc la première étape, on est sur la phase d'onboarding. On sait tous que c'est un moment qui est ultra clé parce que c'est le premier échange. L'utilisateur vient de télécharger l'application, il a décidé de recevoir vos notifications push. Donc c'est vraiment ce premier push qui va recevoir le premier message. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez pensé ce cycle d'onboarding ? Oui, bien sûr. Du coup, déjà, il faut savoir que le push de bienvenue, ça a vraiment été un des premiers triggers naturellement qu'on a mis en place au lancement de l'app ManoMano. Encore aujourd'hui, même après 2 ans, on l'a vu avec les slides précédentes, on a encore énormément de nouveaux users chaque jour. Donc, naturellement, c'est hyper important d'instaurer en fait la relation client dès le premier jour, d'autant plus que le premier push est hyper ouvert en fait. Finalement, c'est le moment où l'utilisateur est chaud, on va dire. On est sur une pour l'activer. Donc du coup, il est hyper attentif au premier push qu'on envoie. Donc le welcome pack, on va dire welcome pack push, a été pensé sur ce premier objectif du coup de bienvenue, mais aussi d'inviter l'utilisateur à se loguer. Sachant que du coup, sur l'app, on a 5 fois plus d'utilisateurs logués que sur le web. Et un utilisateur logué, c'est un utilisateur qui voit nos opérations segmentées, un utilisateur qui aussi a accès à toutes les fonctionnalités. Donc, naturellement, c'est un utilisateur aussi qui est plus engagé. Donc, voilà comment le début, on va dire, du welcome se décompose. Et on a un push, du coup, d'invitation au login et un push de bienvenue. Et le push d'incitation au login, on va servir, du coup, de l'in-app batch pour aller, du coup, enrichir, on va dire, l'argumentaire pour inviter l'utilisateur à se loguer. Ça, c'est un peu dans l'étape suivante, l'étape à venir, c'est qu'on a été tagué dans l'app l'événement de started registration, donc de début d'inscription, pour faire en sorte de retargeter le user s'il n'a pas terminé son inscription, pour aller retargeter via un push au moment plus opportun et s'assurer du coup d'un taux de logging toujours plus fort. Et ça, c'est déjà un use case qu'on a mis en place, comme vous voyez sur le petit screen chez ManoMano Pro qui fonctionne bien. Et on s'était dit toujours dans cette logique de pouvoir onboarder au maximum que ça pouvait avoir un impact de relancer justement ces utilisateurs qui ont finalement commencé. Donc, ils ont montré de l'intérêt et d'aller confirmer le fait qu'en fait, ils finalisaient pour bénéficier un peu de tous les avantages que vous proposez chez ManoMano. Yes. Et donc là, si on continue toujours sur la partie Welcome Pack push, on a 2 autres objectifs en fait au Welcome Pack. Le premier, c'est d'aller vraiment parler des fonctionnalités dans l'application, mais aussi de manière globale, présenter ManoMano. Et le deuxième, c'est d'inciter au premier achat, s'il n'est pas déjà fait pendant ces premiers jours. Donc on a effectivement du coup à J+2 un push qui parle de la largeur de gamme chez ManoMano, largeur du catalogue. Le deuxième, on va parler de la fonctionnalité wishlist. Et en fait, là encore, on a tagué l'événement wishlist qui nous permet du coup de ne pas envoyer le push si la personne a déjà utilisé wishlist, du coup pour limiter la pression. Ensuite, après, à J+5, on parle du coup de notre offre plus responsable dont Anaïs a parlé. Et à J+7, on va envoyer un coupon de bienvenue pour tous les utilisateurs qui n'ont toujours pas acheté sur l'app. Et à J+8, voilà, on va faire de la réassurance plus sur les grandes marques chez ManoMano avec notre top sélection. Donc d'ailleurs, on le voit, c'est des pushs qui ouvrent... qui performent plutôt bien. Qui performent plutôt bien et qui ouvrent plutôt bien. Oui, tout à fait. Donc, l'étape un peu... la deuxième étape, on va dire, une fois que vos utilisateurs sont bien onboardés, il y a toute cette partie d'animation, d'activation de vos clients. Ici, on voit un top 3 des campagnes qui ont été opérées sur Q1 2023. Je pense que ce serait intéressant de plus globalement comprendre un peu la stratégie justement de ces campagnes full base, donc plutôt de masse,
qui parfois peut aussi être ciblé en fonction peut-être d'une appétence produit, etc. Mais de un peu plus comprendre la stratégie que vous avez sur cette partie d'opération animation commerciale et après, effectivement, nous en dire un peu plus sur ces fameux top 3 que vous voyez ici. Oui, effectivement, du coup, une fois qu'on l'a onboardé, donc dans cette première phase d'onboarding, on va limiter en fait tous les pushs full base pour éviter de le surpressuriser, on va dire, dès les premiers jours de l'app. Mais après, derrière, effectivement, on va animer en fait le user sur l'app avec des pushs qui vont plutôt être en lien avec notre pack, notre plan d'animation commerciale, donc vraiment lié aux gros marronniers ou à nos nouveautés, au lancement de nouvelles offres, etc. Et donc, effectivement, là, on va retrouver un peu le top 3 qui est finalement assez représentatif des sujets dont on prend, enfin, les prises de parole qu'on prend sur l'app via les pushs. Sans surprise, on a les pushs avec des offres promo en fait, qui fonctionnent bien, comme le numéro 2 avec le lancement des soldes. Mais on a aussi un fort intérêt, en tout cas on le ressent sur les taux d'ouverture, sur des pushs qui parlent plutôt focus produit, comme le push 3 et le push 1 sur la salle de bain et le 1 sur le lancement du coup de l'offre seconde vie. Et ce qu'on est aussi en train de lancer au fur et à mesure sur l'app, c'est prendre la parole sur des pushs plutôt advice, plutôt liés au conseil et pas forcément un peu moins transactionnel, on va dire. Anaïs aussi en a parlé, on a tout un catalogue d'articles chez ManoMano vraiment très très riche où on peut absolument trouver des articles sur tous les produits vraiment. Donc du coup, on va s'en servir aussi pour les envoyer en push avec le fameux guide du mois en avril qui est parti et donc qui a suscité un fort intérêt avec quasiment 5% d'ouverture. Très bon taux, sachant que là, on est vraiment sur une approche de campagne, encore une fois, de ce que je disais, full base et de masse. Je sais que demain, il y a un connecteur Tiny Close aussi qui va se mettre en place, où là, on va vraiment être sur de l'affinitaire produit. Donc, on a toujours dans cette idée d'animer la base au travers d'opérations commerciales, mais vraiment beaucoup plus segmentée, beaucoup plus orientée produit pour justement aussi gérer toute cette pression marketing que vous pouvez avoir. Ouais, exactement. Ça va être hyper clé, effectivement, pour gérer la pression co Tiny Close. Donc, si je reprends un peu ce funnel dont on parle depuis tout à l'heure, ce cycle de vie client, donc on les a onboardés, on les a animés. Ce qui était aussi intéressant, ce dont vous venez nous parler aujourd'hui, c'est toute la partie aussi trigger, très liée à l'expérience client. Donc, c'est un push qui va être déclenché suite à une navigation ou une action qu'a fait l'utilisateur au sein de l'application. Je sais qu'il y a plein de triggers chez ManoMano. Pourquoi le choix de nous présenter le post-navigation aujourd'hui ? Yes. Effectivement, on en a parlé aussi chez ManoMano. On a un très large catalogue, au total 16 millions de produits et en France 6 millions. Du coup, naturellement, on a tout type de produits, tout type de catégories de produits. Donc, le post-navigation, c'est vraiment un trigger pertinent pour nous, d'autant plus aussi qu'on a beaucoup de trafic provenant de Google Shopping, donc qui arrive directement sur une fiche produit. Et donc l'idée, c'est d'aller les retargeter s'ils n'ont pas terminé leur achat et ni ajouter au panier aussi, parce que ça va arriver avant la vente en panier, d'aller les retargeter sur leur navigation et on va leur pousser en fait une sélection de produits similaires à la catégorie visitée. Si je prends du coup l'exemple du push perceuse, donc je vais visiter un produit perceuse, je vais relancer quelques heures plus tard un push avec une sélection de produits similaires. Et là, ce qui arrive aussi très prochainement, c'est qu'on va encore une fois utiliser tout le catalogue Advice pour aller pousser du coup un article pour aider l'utilisateur à acheter sa meilleure perceuse, parce qu'on a un article qui est comment choisir sa meilleure perceuse. Donc on va utiliser les articles pour les post-navigation aussi. Ouais, et là, on est sur le step 2, parce qu'on avait déjà commencé des tests sur le post-navigation, où il n'y avait pas forcément la personnalisation de l'image, etc. Et là, on est vraiment sur une étape où ManoMano a mis en place cette perso et on voit déjà plus entre 3 et 5 points de plus sur les taux d'open en faisant beaucoup plus de perso.
On a évidemment le best in class, je pense que vous le connaissez tous, qui est le panier abandonné, qui est un peu l'incontournable chez les retailers, je pense, tant dans l'email et de la même façon en push, qui peut être trigger en real time. Je pense que tu vas nous en dire un peu plus, mais chez ManoMano, au bout de 3 heures, on peut recevoir ce fameux push de panier abandonné quand on a ajouté l'article à son panier. Est-ce que tu peux nous détailler un peu la journée qui a été pensée? On sait que c'est très générateur de chiffre d'affaires. Je pense que vous voyez tous un peu le chiffre ici qui est affiché dans la slide. Je pense qu'il faut qu'on explique ce que c'est que Oui, BV. tout à fait. Mais je vais laisser Mylène effectivement présenter cette partie. Oui, exactement. Oui, effectivement, du coup, le push panier abandonné représente 40% de BV. BV, c'est business volume, c'est un peu CA. Volume d'affaires. Ouais, volume d'affaires, mais c'est un peu comme le chiffre d'affaires finalement. mais voilà, business volume de la marketplace. Donc 40% du BV généré par les push triggers chez ManoMano. Donc c'est hyper important. C'est aussi un des premiers triggers qu'on a mis évidemment en place au lancement de l'application ManoMano. Sachant qu'on pense aussi pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce push-là, puisque là, jusqu'à maintenant, il est encore assez simple. Et l'idée, c'est d'aller justement mettre un visuel, le nom du produit, potentiellement parler de la livraison offerte si le panier est éligible à la livraison offerte. Voilà, aller vraiment personnaliser en fait, ce push abandon pour aller plus loin en fait, qu'il ne l'est déjà. Oui, bien sûr. Et là, c'est vraiment aussi une première étape. On peut, un peu comme le cycle de boarding, on peut penser à une journée sur l'abandon de panier. Ouais. On a H+3, mais on pourrait aussi se dire à J+1 s'il n'a toujours pas acheté, continuer à les licencier. Et ça, c'est complètement des sujets qu'on travaille avec ManoMano aujourd'hui pour aller encore plus loin dans le cas d'usage. Je crois qu'il nous reste Il nous en reste une. Un cas d'usage pour terminer. Tout à fait, ouais, exactement. Et ceci, je pense que c'était hyper intéressant que tu nous le présentes, Mylène, parce que en général, une fois que les utilisateurs ont acheté, donc ils deviennent des clients sur l'application, c'est plutôt la partie email qui vient prendre le pas sur l'envoi des campagnes de suivi de commande. Ici, on voit que vous les avez opérés sur le push-up. Pourquoi cette prise de décision, du coup, de le mettre? Et je crois qu'en plus, pour la petite info, Mylène a reçu en live tout à l'heure, suite à une commande, son petit push de justement suivi de commande. Donc justement, l'expérience et ce choix. Ouais, corpo jusqu'au bout. Oui, effectivement, du coup, c'est plutôt des infos qu'on reçoit par mail aussi, mais ça a été important pour nous de le déployer sur les pushs et on le prouve entre guillemets avec les taux d'ouverture qui sont très très hauts. Là encore, on est à un moment où l'utilisateur il est plutôt engagé, enfin en tout cas il attend des nouvelles de ManoMano, donc c'est une bonne raison pour l'utilisateur d'aller se rendre sur l'application au moment où il reçoit le push pour aller savoir un peu plus sur sa commande. Et la raison aussi pour laquelle on l'a mis en place, c'est que c'est un bon argumentaire aussi pour inviter l'utilisateur à s'abonner aux notifications mobiles. Donc du coup, on va aller l'inciter à s'abonner post-achat, du coup, ce qui nous permet de gagner encore, de faire croître la base opt-in. Super. Merci pour ces quelques exemples choisis. Peut-être un petit mot il nous reste 2 slides, une slide de bilan et puis une slide de next step, peut-être aussi pour projeter un peu les gens qui nous écoutent dans c'est quoi la strat de ManoMano dans les mois et années qui viennent. Je sais pas qui... Oui, je peux conclure. Donc effectivement, pour rebondir sur l'intro, on a fait effectivement x5 sur l'application en 12 mois en atteignant plus de 6 millions de downloads avec une base active déjà conséquente avec 1 million du coup de monthly active users. On a aussi donc du coup une base d'opt-in qui continue de croître. Et qui nous permet, comme on l'a dit, en fait, d'avoir de générer plus de free traffic et de dépendre finalement un peu moins de Google grâce à l'application en atteignant du coup 12% du trafic via les push. Je crois que sur l'app B2B, c'est deux fois plus. Ouais, c'est 2 fois plus. Ouais, c'est même un peu plus. Et déjà, ces taux sont excellents par rapport à la moyenne marché qu'on observe, qui est plutôt autour de 8%, de 12%. Bon, on n'a pas à en rougir. Alors, voilà, exactement. Et en conclusion, les objets de l'année. Ouais, exactement. C'est Mylène. Allez, Mylène pour la conclusion. Voilà, donc effectivement, ça c'est un peu l'overview de ce qui est prévu sur l'app sur les prochains mois, prochaines années. Pas forcément de manière uniquement CRM,
de manière plus globale, mais c'est qu'on va vraiment aller enrichir en fait, la personnalisation sur l'expérience sur l'app, en revoyant du coup notre homepage, en offrant aux utilisateurs plus de sélections recommandées, plus de cross-sell, ce qui est aussi hyper pertinent avec du coup la pluralité des produits qu'on a. Et aussi à travers forcément les push comme on en a parlé, donc à travers le CRM. Le deuxième volet, c'est d'aller améliorer en fait, l'expérience post-achat dans l'objectif d'aller croître le repeat. Donc l'objectif de notre team. Et donc du coup en mettant en place aussi de récolter le feedback du user post-achat, donc le Customer Effort Score sur l'app, le NPS sur l'app, etc. pour encore mieux mesurer. Troisième volet qui est hyper aussi important pour nous et dont on pense on peut vraiment capitaliser en fait sur l'application mobile là-dessus, c'est l'accompagnement projet. Et pourquoi capitaliser sur le mobile? C'est qu'on va se servir en fait des features d'un téléphone mobile comme l'appareil photo pour déployer en fait des features sur l'app, comme par exemple un outil de mesure ou alors un calculateur sur l'application pour vraiment en fait positionner l'application mobile ManoMano comme un compagnon en fait dans l'aide à votre projet DIY. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, c'est sur la partie aussi communautaire et l'app aussi est clé. C'est qu'on va aller récolter plus de feedback aussi de l'utilisateur à travers les ratings and reviews, mais aussi générer de l'UGC, donc du User Generated Content sur l'app, avec les ManoAdvisor, avec les avis produits, etc. Chose qu'on est en train de déployer en tout cas pour l'app ManoMano. Voilà, je pense que j'ai résumé. Top, très clair. Mylène, Anaïs, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir.